As-tu déjà imaginé qu'une femme puisse tout quitter du jour au lendemain, ses enfants, son mari, son foyer, une vie entière qu'elle a construite avec patience, tendresse et persévérance? Pas pour un caprice, ni pour une nouvelle aventure, mais à cause d'un instinct, ancien comme l'espèce humaine, si puissant qu'il renverse tout ce que l'amour, la logique et les souvenirs avaient lentement bâti. Carl Jung l'a nommé sans détour. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une faiblesse, c'est un code, une force biologique archaïque, dissimulée sous la surface de la pensée consciente, programmée pour survivre, au mépris du bonheur, au-delà de la morale, même contre sa propre volonté. Dans l'esprit féminin existe une impulsion silencieuse, imprévisible, qui s'active dans certains moments de sa vie, un mécanisme impérieux, autonome, qui peut l'amener à quitter ce qu'elle aime le plus. Jung ne l'a pas simplement observé chez une ou deux patientes, il l'a retrouvé encore et encore, sous des formes différentes, dans des contextes variés, mais avec une régularité troublante. Ce n'était pas une théorie intellectuelle, c'était un fait, une loi intérieure, une programmation gravée dans la biologie féminine. Cette force, elle ne se manifeste pas tous les jours. Elle reste endormie pendant des années. La femme peut vivre paisiblement, aimer profondément, faire des choix raisonnables. Elle peut être loyale, attentionnée, tendre. Elle peut croire, sincèrement, que la stabilité, la gentillesse, l'écoute et le respect sont ses valeurs suprêmes. Et souvent, elle ne ment pas. Mais il suffit d'un instant, d'un signal, d'une rencontre, et ce programme, inscrit dans ses cellules depuis la préhistoire, s'éveille comme un volcan oublié. Et alors, tout change. Les certitudes se fissurent. Le regard qu'elle portait sur sa vie commence à se troubler. Ce qui était doux devient tiède. Ce qui paraissait sûr devient étouffant. Le foyer chaleureux devient une cage. Et l'homme qui la chérit, qui la soutient, qui ferait tout pour elle, cet homme devient soudain invisible. Ou pire, oppressant. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime plus. Ce n'est pas qu'elle veut souffrir ou faire souffrir. C'est que quelque chose en elle, quelque chose de plus ancien que la raison, prend le contrôle. Jung a compris que ce mécanisme n'avait rien à voir avec la logique moderne. Il n'est pas intéressé par les projets d'avenir, les compatibilités de caractère ou les objectifs communs. Il ne cherche pas un partenaire pour construire une vie harmonieuse. Il cherche autre chose, une empreinte génétique forte, un homme qui émet inconsciemment le signal d'un potentiel de survie élevé. Pas un homme gentil, pas un homme doux, mais un homme qui semble indomptable, solide, capable de dominer, de protéger, de vaincre, même s'il est émotionnellement distant, même s'il est imprévisible. Et c'est là que l'instinct devient terrifiant dans sa puissance, car il ne consulte pas le cœur. Il ne demande pas l'autorisation. Il ne passe pas par le filtre du langage. Il agit. Il traverse le corps comme une vague. Il déclenche une tempête chimique. La dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline inondent le cerveau. Et dans cet état, les règles du jeu changent. La femme ne choisit pas. Elle est choisie par sa propre biologie. Elle est entraînée dans un processus qui semble extérieur à elle, alors qu'il vient de l'intérieur. Cela ne signifie pas qu'elle est irresponsable ou faible. Au contraire, cela révèle la complexité extrême de la psyché humaine et plus encore, l'impact méconnu des forces inconscientes. Quand une femme dit « je ne me reconnais plus », ce n'est pas une simple expression, c'est une description fidèle. Elle agit à l'encontre de ses propres principes, elle s'éloigne de ce qu'elle avait toujours défendu. Elle abandonne ce qu'elle avait juré de protéger. Et pourtant, à cet instant, cela lui semble juste. Ce n'est pas une question de beauté, ni d'intelligence, ni même de circonstance. Ce n'est pas une question de moralité. C'est une question de déclencheur biologique. L'homme qui l'éveille ne le fait pas forcément volontairement. Ce n'est pas ce qu'il dit, mais la façon dont il le dit. Ce n'est pas ce qu'il fait, mais la manière dont il se tient. Sa posture, sa voix, son regard, son détachement apparent.
le fait qu'il ne la courtise pas, qu'il ne cherche pas à plaire. C'est justement ce détachement, cette absence de besoin, qui, aux yeux de sa biologie, représente une preuve de puissance. Et cela peut suffire à réécrire toute son histoire intérieure. L'homme qui l'aime sincèrement devient celui qu'elle tolère. Celui qui l'ignore devient celui qui l'obsède. Ses pensées se réorganisent. Ses souvenirs se colorent différemment. Ce qui était autrefois un moment de bonheur devient soudain une preuve de monotonie. Ce qui était une preuve d'amour devient un rappel d'enfermement. Et dans ce nouveau récit qu'elle se raconte, tout pousse dans une seule direction: partir. La femme ne le vit pas toujours comme une trahison. Au contraire, cela peut lui apparaître comme une révélation, comme un réveil. Elle peut dire « Je me sens vivante pour la première fois depuis des années ». Et elle le pense, sincèrement. Mais ce n'est pas l'âme qui parle, c'est l'instinct, c'est la pulsion de renouvellement génétique, d'adaptation, de survie. Dans l'esprit de Jung, cette vérité ne devait pas être cachée. Elle devait être comprise. Pas pour condamner les femmes, ni pour les juger, mais pour comprendre l'ampleur de cette force. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification, c'est un avertissement, un éclairage, et surtout, une invitation à ne plus être aveugle. Car lorsque l'on comprend que certaines décisions ne viennent pas de la volonté consciente, on cesse de se blâmer. On cesse aussi de mendier ce qui ne peut être obtenu par la logique ou par les mots. Et c'est là que commence la sagesse. Non pas en cherchant à éteindre cette force, mais en la reconnaissant, en l'observant sans crainte, en apprenant à ne pas la subir. Car celui qui comprend cette mécanique ne se met plus à genoux devant elle. Il se relève. Il cesse de supplier la tempête de l'épargner. Il devient la tempête. Ce n'est pas un choix rationnel. Ce n'est pas une décision mûrie. C'est une impulsion, un basculement. Et le plus déroutant, c'est qu'elle n'en a souvent pas conscience. Il n'y a pas d'alarme dans sa tête, pas de voix qui chuchote. Attention, ceci est un programme biologique. Cela lui semble réel, cela lui semble juste, cela lui semble, enfin, sincère. Comme si tout ce qu'elle avait ressenti auparavant n'était qu'un rôle qu'elle jouait pour satisfaire les attentes des autres, et que maintenant, enfin, elle se réveille, qu'elle se libère. Mais ce n'est pas la liberté, c'est un masque, un déguisement porté par l'instinct, une illusion de clarté générée par un raz-de-marée chimique dans le cerveau. Lorsque cette programmation s'active, ce n'est pas seulement le futur qu'elle redéfinit, elle altère aussi le passé, elle réécrit ses souvenirs. Les instants de tendresse deviennent ternes, les projets communs semblent forcés, les sacrifices partagés perdent leur valeur, et l'homme qu'elle aimait hier devient aujourd'hui un obstacle à ce qu'elle croit être son épanouissement. La réalité ne change pas, mais sa perception, elle, est métamorphosée. Ce n'est plus l'homme qui a bâti une vie avec elle, c'est l'homme qui la retient, celui qui l'empêche d'explorer cette nouvelle promesse, cette étincelle, cette sensation d'urgence et d'inconnu. Car dans cet état, tout ce qui la rapproche du nouveau désir est amplifié, et tout ce qui l'en éloigne est atténué, déformé ou carrément effacé. C'est un filtre puissant, une réorganisation silencieuse de ses priorités. L'homme stable devient l'ennemi de son excitation intérieure. Ce qui est effrayant, c'est que cette transformation est invisible. Pour l'extérieur, rien ne semble avoir changé. Mais en elle, c'est un univers entier qui s'est retourné. Sa voix peut rester douce, son sourire peut persister, mais l'axe de gravité a basculé. Elle est ailleurs, pas encore physiquement, mais déjà mentalement, émotionnellement, biologiquement. Et cela se ressent dans son regard, dans ses silences, dans cette manière soudaine de poser des limites, de prendre de la distance, de s'éloigner sans explication. La femme ne cherche pas toujours à partir. Elle ne planifie pas une rupture. Elle peut même tenter de se battre contre ce qu'elle ressent. Mais plus elle lutte,
plus elle s'épuise. Car ce qu'elle affronte, ce n'est pas une pensée. C'est une force inscrite dans ses circuits neuronaux. Une force qui parle à son système nerveux autonome, à son système limbique, à la partie la plus ancienne et la plus puissante de son être. Celle qui ne raisonne pas, celle qui agit. Et parfois, c'est un seul homme qui déclenche cette tempête, pas par ses qualités visibles, mais par ce qu'il émet inconsciemment. Un calme souverain, une indifférence contrôlée, une forme de détachement qui lui donne une aura magnétique. Il ne se justifie pas, il ne cherche pas à séduire, il ne s'adapte pas, et c'est précisément cela qui l'ébranle. Il semble libre, et cette liberté, cette souveraineté intérieure, active en elle une fascination qu'elle ne comprend pas toujours. Il peut être dangereux, il peut être instable, il peut ne rien promettre, mais l'instinct ne cherche pas l'assurance, il cherche l'intensité, il ne cherche pas l'amour, il cherche la vigueur, la résistance, la capacité à braver le monde. Et cette illusion de force, même toxique, même destructrice, peut l'aveugler, jusqu'à lui faire rejeter l'homme qui l'aime sincèrement. Parce qu'à cet instant précis, ce n'est pas de tendresse qu'elle a soif, c'est de feu, d'embrasement, d'abandon. Et ce que cet homme provoque en elle n'est pas un simple frisson, c'est une déflagration, une montée d'adrénaline, une excitation sensorielle qui rend tout le reste fade. Les voix s'éteignent autour d'elle, les responsabilités se dissolvent. Sa concentration se cristallise sur une seule chose, lui. Son corps tout entier devient un radar, captant chaque geste, chaque mot, chaque absence même. L'impatience grandit. Le manque se transforme en obsession, et cette obsession devient logique à ses yeux. Elle commence à minimiser ce qu'il fait de mal, à excuser ses silences, à justifier ses absences. Elle lui trouve des raisons, des excuses, des justifications que jamais elle n'aurait tolérées d'un autre homme. En parallèle, elle devient critique, sèche, impatiente avec son compagnon actuel. Ses défauts, qu'elle acceptait autrefois avec tendresse, deviennent insupportables. Sa douceur devient faiblesse, son attention devient harcèlement, son amour devient une cage. Tout cela n'est pas un choix conscient, c'est la nature qui parle une langue plus forte que la raison. Une langue de pulsions, de sensations, de réponses automatiques. Et cette langue-là, ni les amis, ni la famille, ni les conseils ne peuvent la traduire. Ils peuvent bien lui parler, lui rappeler, lui supplier. Ils parlent à sa logique, mais sa logique est muette, car la biologie, elle, crie. Et dans ce vacarme intérieur, la voix de la raison est étouffée. Ce combat entre deux cerveaux, le rationnel et l'archaïque, est injuste. L'un calcule, pèse, anticipe. L'autre frappe vite, fort, sans prévenir. L'un construit, l'autre renverse. Et dans ce duel, le plus ancien gagne presque toujours. Car il n'a pas besoin de justifier. Il agit, il impose, il manipule même la mémoire, les sensations, le langage intérieur. Ce n'est plus seulement une attirance, c'est une reprogrammation complète de sa carte du monde. Ce que Jung a mis en lumière, c'est ce renversement silencieux. Cette révolution intérieure qui ne laisse aucune trace visible, mais qui transforme tout. Et plus encore, ce qu'il a compris, c'est que l'homme qui tente de raisonner une femme dans cet état échoue. Non parce qu'elle ne l'écoute pas, mais parce qu'elle ne l'entend plus. Il parle une langue qu'elle a momentanément oubliée. Une langue qui ne pénètre plus ses défenses. Elle est ailleurs, loin, transportée par quelque chose de plus fort qu'elle. Et c'est là que beaucoup d'hommes sombrent. Ils se remettent en question. Ils se disent « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Ils essaient de réparer, d'aimer plus, de donner plus. Mais plus ils donnent, plus elle s'éloigne. Car ce qu'elle perçoit désormais comme une preuve d'amour, son instinct le traduit comme un signe de faiblesse. Et ce qu'elle appelait hier respect, elle l'interprète maintenant comme soumission. Et plus elle sent cette fragilité chez lui, plus elle ressent le besoin de fuir. Ce n'est pas une décision qu'elle formule clairement, c'est un ressenti qui monte,
un inconfort qui s'infiltre dans chaque geste du quotidien, une gêne diffuse lorsqu'il la prend dans ses bras, une crispation silencieuse quand il lui dit « je t'aime ». Ce ne sont pas les mots qui la dérangent, mais ce qu'ils représentent, une stabilité qu'elle n'arrive plus à désirer, une sécurité qui, autrefois rassurante, devient maintenant une entrave. Et pendant ce temps, son esprit est ailleurs, attiré par un homme qui n'a rien promis, qui n'a rien donné, et pourtant, qui semble tout posséder. Pas parce qu'il a plu, mais parce qu'il a ce que l'instinct reconnaît comme rare, l'abondance intérieure, l'absence de besoin, la capacité à dire non. Il ne la poursuit pas, il ne cherche pas à la convaincre, il est simplement là, immobile, comme un repère que rien ne peut ébranler. Et c'est précisément cela qui l'attire comme un aimant. Jung a compris que ce phénomène est aussi ancien que l'humanité elle-même. À l'époque où survivre signifiait se reproduire avec le plus fort, le plus capable, le plus résistant, les femmes étaient biologiquement programmées pour reconnaître certains signaux. Des signaux de domination, de puissance, d'indépendance. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de transmission génétique. Et ce programme, aussi ancien soit-il, continue de vivre en nous. Il ne s'est pas adapté à la modernité. Il n'a pas évolué pour valoriser l'empathie ou la stabilité émotionnelle. Il fonctionne toujours selon les règles d'un monde où chaque choix pouvait signifier la vie ou la mort. Et dans ce monde primitif, celui qui montrait trop de disponibilité, trop de besoins, trop d'attachement, était perçu comme faible, comme incapable de survivre seul, et donc comme un mauvais choix. Ce que les hommes modernes appellent la gentillesse, l'instinct ancien le traduit parfois comme une absence de valeur. L'homme qui donne tout sans qu'on le lui demande, qui se plie à chaque désir, qui place la femme au centre de son univers, cet homme, aussi sincère soit-il, peut devenir invisible aux yeux d'une femme gouvernée par cet instinct. C'est une vérité cruelle. Mais c'est une vérité. Et comprendre cette mécanique ne signifie pas se résigner. Cela signifie s'éveiller. Car le seul moyen de ne pas être écrasé par cette force, c'est d'arrêter de la combattre avec les mauvaises armes. Ce n'est pas par la supplication, ni par les démonstrations excessives d'amour qu'on rallume une flamme éteinte. C'est en redevenant un pôle de gravité, en reprenant possession de sa propre énergie, en cessant de courir après ce qui s'éloigne, en tenant sa position fermement, dignement. Le paradoxe, c'est que plus un homme est centré, plus il est maître de lui, plus il devient l'objet de ce même désir instinctif. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il incarne ce que la biologie cherche, la force tranquille, l'homme qui n'a pas besoin de plaire, l'homme qui peut dire non sans hausser le ton, l'homme qui peut partir et qui pourtant reste par choix, non par nécessité. C'est cela qui déroute l'instinct féminin, c'est cela qui le désarme, et c'est ici que naît la liberté, non pas en contrôlant l'autre, mais en se maîtrisant soi-même, en comprenant que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être choisi, mais dans le fait de se choisir, de ne plus dépendre des mouvements de l'autre pour exister, de ne plus attendre de validation extérieure, d'être assez entier pour ne pas chercher à combler un vide par la présence d'une femme, aussi séduisante soit-elle. La plupart des hommes n'apprennent jamais cela. Ils grandissent en croyant que l'amour s'achète par la loyauté, par la patience, par le sacrifice. Ils croient que plus ils donnent, plus ils seront aimés. Mais ils oublient une chose, ce que l'on donne sans valeur, l'autre le reçoit sans gratitude. Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la perception de la rareté, de la puissance, du respect. Et le respect ne s'obtient pas par les mots. Il s'impose par la posture, par le silence, par la maîtrise. Lorsque la femme sent qu'un homme n'est pas en train de la poursuivre, mais qu'il avance dans sa propre direction, avec ou sans elle, une partie profonde d'elle s'éveille. Pas seulement par curiosité, mais par instinct, parce que cela lui rappelle quelque chose d'ancestral. L'image d'un homme capable de survivre seul, d'un homme qui n'a pas besoin de sa validation pour exister. Et c'est ce détachement, cette solidité,
qui suscite le plus grand trouble. Et si elle part, s'il est trop tard, alors qu'il la laisse partir, non pas par orgueil, mais parce qu'il ne doit pas se trahir pour retenir ce qui ne veut plus rester. La vraie force d'un homme se mesure dans ce moment-là, quand il accepte la perte sans perdre son centre, quand il ressent la douleur, mais ne cède pas à la panique, quand il continue à marcher, même le cœur brisé, parce que sa trajectoire ne dépend d'aucune présence extérieure. C'est là que tout change. Ce n'est pas lorsqu'elle revient. Ce n'est pas lorsqu'elle avoue ses regrets. C'est bien avant. C'est à l'instant précis où l'homme cesse de faire de l'amour une affaire de survie, où il ne cherche plus à gagner une bataille, où il comprend que le plus grand royaume à conquérir, ce n'est ni le cœur d'une femme, ni l'attention du monde, mais son propre esprit, sa paix, sa direction, son intégrité. Et peut-être est-ce là le dernier enseignement de Jung, le plus secret, le plus libérateur, que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans la maîtrise de soi, que l'on ne peut pas forcer une femme à rester. On ne peut que devenir l'homme qui ne craint plus d'être seul. Et dans cette absence de peur, dans cette souveraineté retrouvée, l'homme cesse d'être une victime. Il cesse de mendier l'amour comme on mendie de l'air. Il devient la tempête. Il devient ce que l'instinct féminin reconnaît sans mots, la force tranquille, l'axe, le roc, celui que rien ne détourne, celui qui ne se précipite pas, celui qui reste parce qu'il a choisi de rester, mais qui pourrait partir sans se briser. Et dans ce regard-là, dans cette posture-là, quelque chose change, non pas chez elle, mais en lui.